Bienvenue dans cette émission du 15 janvier 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe pour donner de l'intelligibilité aux événements et à l'évolution de notre monde en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur les conséquences de l'interview accordée par Mark Zuckerberg, le CEO de Meta, donc des réseaux sociaux Facebook et Instagram, au micro de Joe Rogan, le podcasteur le plus suivi d'Amérique du Nord. Et au cours de cet entretien, Zuckerberg a révélé avoir été soumis par l'administration Biden à une contrainte et de devoir censurer des contenus en ligne, même véridiques et pertinents, autour de la gestion du Covid et des injections géniques expérimentales et ne pas avoir eu d'autre choix que de se soumettre à ces injonctions en disant que cela avait été brutal et qu'il avait même été menacé indirectement de mesures de rétorsion contre son groupe si jamais il ne se soumettait pas. Cette interview suit de peu l'annonce du renoncement par Meta au fact-checking, qui a sévi depuis le début de la crise sanitaire, désormais remplacé par les notes de la communauté sur le modèle de ce qu'on trouve sur X. Et cette interview a évidemment fait énormément de bruit, mais pas tout à fait dans le sens auquel on aurait pu s'attendre. Et tout de suite, la presse mainstream, donc l'organe de propagande de l'État profond, est intervenue pour dire qu'il s'était agi d'affirmations douteuses et qu'il avait travesti un certain nombre de faits. Maintenant, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait que, au service d'intérêts privés, nos États ont privé les citoyens de nos pays d'une information non seulement utile, mais même essentielle pour comprendre la situation et faire de libres choix, par exemple par rapport à l'expérimentation médicale improprement présentée comme un vaccin, en toute connaissance de cause. Donc il s'est agi d'une interférence gravissime, violant les droits constitutionnels, mais constituant même rien moins qu'un crime d'État, l'aurais-je assez relevé. Et le témoignage à cet égard de Zuckerberg est parfaitement limpide. Dès qu'un contenu contrevenait la doxa du Covid, indépendamment de son degré de validité, il fallait les supprimer. Alors le philosophe Alexis Haupt pose la question, du coup, maintenant que même Zuckerberg avoue qu'on lui a demandé de censurer tout discours disant que le produit était nocif, pensez-vous que les gens vont commencer à comprendre l'ampleur du complot ou toujours pas ? Et là, il faut bien se dire que ça prendra encore un tout petit peu de temps. Pourquoi ? Parce que la presse mainstream, prostituée au service de l'État profond, c'est-à-dire de la mafia globalo-fasciste mondialisée, est tout de suite montée au créneau. M6, par exemple, a passé sous silence l'essentiel de l'intervention de Mark Zuckerberg en ne retenant qu'une petite phrase où Zuckerberg disait qu'il voulait insuffler une énergie masculine après des années de wokisme et de promotion du transgenrisme. Même chose du côté de la radio-télévision suisse, dans une émission qui, à l'époque, était une émission d'investigation mise au point, déjà condamnée pour un traitement scandaleusement partial de l'information en matière de politique sanitaire, eh bien on a eu droit à une nouvelle tirade gauchisante dans la ligne de celle qui se trouve aujourd'hui à peu près partout. Par exemple, Sandrine Rousseau, députée écologiste française, a indiqué que rester sur X serait cautionner ce que la plateforme est devenue, on se lève, on se casse. Et Myriam Palomba souligne, attendez, Zuckerberg dit que Facebook a censuré à la demande du gouvernement Biden pendant le Covid, mais c'est X qu'il faut censurer. Et on voit effectivement que cette fausse gauche est toujours aussi anti-démocrate en France comme ailleurs, et la ministre Clara Chapa en France, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, a même indiqué qu'il fallait, selon elle, s'assurer que les fausses opinions soient sorties de la plateforme. Les fausses opinions. Alors elle s'est reprise très rapidement en disant non, les fausses informations. Mais on comprend bien que ce genre de lapsus est révélateur. C'est bien les opinions politiques non conformes qui, du point de vue de la caste au pouvoir, doivent être censurées. Alors Didier Maïsto suggère, ils sont tellement cons que dans leur empressement ils se sont trahis, ils ne traquent plus la fake news mais la mauvaise opinion et assument de censurer et d'interdire les médias qui ne les servent pas, ce sont des fascistes. Et Alexis Haupt revient à la charge en demandant les Français se rendent-ils compte qu'ils vivent dans un pays où ceux qui ont menti matin, midi et soir au sujet d'une affaire gravissime veulent désormais faire fermer X pour empêcher quiconque de faire la lumière sur leurs mensonges.
Et les accointances vont décidément très loin puisqu'on a eu une politologue du CNRS qui est venue expliquer sur les antennes de télé que le mot de liberté d'expression, je cite, est devenu une arme de guerre idéologique. La liberté d'expression suppose de diffamer, de harceler, d'insulter. On est dans 1984 de Orwell, a-t-elle osé affirmer? Et Arthur Leroux met les choses en perspective en relevant que citer 1984 pour justifier un appel à la censure, c'est le comble de l'inversion accusatoire, c'est-à-dire de la perversité qui régit désormais cette caste. Et bien sûr que la liberté d'expression suppose qu'on puisse en abuser. Si vous mettez un bâillon ou un sparadrap sur la bouche de tout le monde, vous pouvez vous assurer qu'ils ne tiendront pas de propos condamnables. Mais précisément la démocratie et l'état de droit, c'est le fait d'avoir le droit de commettre des transgressions et d'en subir le cas échéant les conséquences, mais de ne pas les prohiber d'emblée. Et en fait, c'est Zuckerberg lui-même qui, parlant de ce à quoi son entreprise a été soumise, a parlé de 1984, comme le relève très justement Idriss Aberkan. Donc si vous voulez remettre l'église au milieu du village et les points cardinaux de la boussole au bon endroit, je vous invite à vous tourner vers l'émission qu'il a enregistrée avec la journaliste indépendante Amélie Ismaili, qui elle est une recheckeuse, c'est-à-dire qu'elle passe derrière les fact-checkers pour montrer la réalité de leurs pratiques. Rappelons que les fact-checkers ont menti, censuré, intimidé, parfois harcelé et insulté, pratiqué le terrorisme intellectuel et le blanchiment d'informations. Bref, arrêtons de délirer. Alors, cela dit, X est sous pression actuellement. 60 universités allemandes ont décidé de quitter X. Eh oui, mais les universités qui aujourd'hui sont devenues des parangons de prostitution intellectuelle et de soumission à la corruption systémique. Et puis on a l'inénarrable Valérie Pécresse qui, elle, a appelé à réguler les réseaux sociaux en Europe en prenant prétexte de l'annulation des élections en Roumanie pour dénoncer le pouvoir dangereux des réseaux sociaux, alors qu'en fait l'accusation proférée qu'il y aurait eu une ingérence russe sur TikTok est un canular, enfin plus que ça, c'est une manipulation. C'est une opération sous faux drapeau qui en fait a été mise en œuvre par le pouvoir actuellement en place en Roumanie avec le soutien de l'Union européenne pour faire croire qu'il y avait une ingérence pour empêcher que le résultat des élections soit reconnu comme étant valide, ce qu'il était évidemment. Donc voilà, Nicolas Vidal le souligne, le banniment de X, une grande partie de la classe politique apparemment est très à l'aise avec la censure et la fin de la liberté d'expression. On a même des fact-checkers qui sont quand même la lie du travail intellectuel et des gens d'une mauvaise foi absolument épouvantable qui osent venir pérorer sur à quel point la censure c'est la démocratie et la liberté c'est le stalinisme. Il faut rappeler avec Béatrice Rosen que le fact-checking est une imposture. Ce sont des porte-paroles du gouvernement délocalisé, des commissaires politiques déguisés en journalistes indépendants, payés avec l'argent public pour biaiser l'opinion publique, et puis de nouveau en choisissant un casting qui vraiment est le plus médiocre des médiocres. Trouver des gens plus intellectuellement médiocres que Julien Pain ou Rudi Reichstadt, il faut se lever de bonne heure, mais cela fait partie de la manipulation. Si on nous mettait en face des gens qui avaient un réel potentiel intellectuel, et Dieu sait s'il y en a parmi les pervers qui seraient prêts de jouer ce rôle, eh bien ça serait du sport de haut vol. Mais là, nous perdons notre temps à essayer de raisonner des ânes, et avec l'intérêt pour ceux qui organisent tout cela de présenter des ânes comme des experts, ce qui achève de brouiller les repères. Alors évidemment que Thierry Breton, lui aussi inénarrable, le censeur au brushing de légende, a exprimé son opinion que la censure, c'est le nouveau buzzword, donc le mot qui fait buzz, des tech bros, donc des fous de tech et autres complotistes dès lors qu'on parle de respect des lois en Europe. Au contraire, le DSA, donc le règlement liberticide qu'il a fait passer, c'est le respect du pluralisme et de la liberté d'expression. Alors de nouveau, c'est tellement intéressant et au moins cela a une vertu pédagogique. Didier Maisto rebondit en disant « Attendez, votre DSA c'est de la censure pure et dure. Oui, en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme qui sacralise la liberté d'expression. » Paul-Antoine Martin relève que grâce à Thierry Breton, la censure devient le pluralisme et dénoncer la censure est devenu complotiste. On est en plein Orwell. L'Union européenne est un asile pour psychopathes. Help! Mais Alexis Poulain ne se démonte pas en disant « Ah oui, la censure, c'est effectivement la liberté, comme le pass sanitaire était aussi la liberté. » Et voilà pas que le Figaro est tombé du lit puisqu'ils ont donné la parole à Fabrice Epelboin qui est revenu sur les Twitter Files
affaire étouffée par la presse, dont le Figaro bien sûr, en rappelant que quand Elon Musk avait ouvert les archives de Twitter à des journalistes qui ont documenté la vaste opération de censure pilotée en partie par le FBI. Bon, faut rappeler quand même que Fabrice Eppelboin s'était gaussé des complotistes qui osaient imaginer que l'injection génique expérimentale avait quelque chose à voir avec le goût du lucre de Big Pharma. Mais donc, on a actuellement des émissions de services publics qui offrent toutes le même spectacle, un plateau avec une poignée d'invités en accord sur tout, qui font semblant de débattre et qui accusent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux d'être des dangers pour la société. Et on retrouve les mêmes crapules tenant les mêmes propos. Donc nous avons en France un pouvoir qui invite les journalistes de BFM, Le Monde, Le Figaro, RTL, France TV, France Inter et bien d'autres pour leur fournir en permanence des éléments de langage, mais ce serait Musk qui serait le problème en matière d'information. Ils nous prennent vraiment pour des idiots et c'est là utilisé d'un langage, ma foi, fort raisonnable. Alors, si on va au fond de l'affaire. D'abord, il faut relever que Zuckerberg est un sacré faux cul. Désolé, là encore, de la verdeur de mon langage, mais la réalité, je l'ai documenté de multiples manières, c'est qu'il y a eu un complexe industriel de la censure qui s'est mis sur pied depuis longtemps, que toutes les répétitions générales de soi-disant crise sanitaire où il fallait contrôler l'information pour ne pas laisser circuler des fake news avec des systèmes de censure avaient impliqué des acteurs comme Facebook de longue date. Tout ceci, je l'ai documenté soigneusement dans mon livre « La fabrication du désastre ». Il y a tout un chapitre sur le complexe industriel de la censure avec des dizaines et des dizaines de références. J'avais également consacré une émission de ma web TV dans le cadre de la série Covid non censurée. Il faut savoir qu'il y avait des têtes de pont des agences fédérales américaines, FBI, CIA, NSA, Department of Homeland Security, qui avait pris pied à l'intérieur des différentes compagnies de réseaux sociaux. Bref, tout cela existait de longue date et il est facile aujourd'hui pour Zuckerberg de jouer la vierge effarouchée qui n'a pas eu d'autre choix que celui de se soumettre, mais évidemment que cela tombe un peu court. Il faut relever encore que des plaintes ont été déposées quant à ces atteintes à la liberté d'expression, celles de différents États à laquelle s'était associé à l'époque Jay Bhattacharya, mais également de Children's Health Defense, l'organisation de Robert Kennedy Jr., avec comme intention de rendre Meta responsable du fait d'avoir participé à cette censure. Et on comprend évidemment l'intérêt du CEO de l'entreprise en question de venir jurer ses grands dieux qu'il ne pouvait pas faire autrement sur les ondes. Mais l'hypocrisie va même plus loin. Vous voyez, Dave Lee souligne, mais si Zuckerberg est sérieux en matière de transparence, il faut qu'il ouvre ses dossiers et qu'il fasse un Facebook File sur le modèle des Twitter Files, c'est-à-dire quand Elon Musk avait laissé des journalistes aller voir la réalité de la censure infligée par l'État américain sur la plateforme qu'il venait de racheter. Mais là encore, il convient de garder un grain de sel, parce que la réalité, c'est que les Twitter Files n'ont pas été au fond des choses. En réalité, Elon Musk a sélectionné un petit groupe de journalistes et, avec visiblement des garde-fous, par exemple, rien n'est sorti des demandes de censure de l'Union européenne, alors même que Twitter, à l'époque, faisait partie du programme de censure mis en place par l'Union européenne. Donc les révélations étaient très incomplètes. On sait que sur X-France, la censure continue de sévir. Donc je vous renvoie à l'article du Brownstone Institute à ce sujet. Et il convient toujours de garder une certaine méfiance, y compris par rapport à Elon Musk, parce qu'en fait, nous sommes aujourd'hui dans une narration collective extraordinairement travaillée, un espèce de Truman Show, et les personnalités que vous voyez interagir ne sont pas forcément celles qu'on cherche à vous faire croire. D'autres révélations interviendront en cours de route. Et de fait, la censure continue gaillardement sur X, mais également sur d'autres canaux encore plus virulents en la matière, comme YouTube. ADNM vient de voir sa chaîne sauter une fois de plus, supprimée complètement. Kairos Press également vient de subir une fermeture de sa chaîne, ce qui est vraiment proprement scandaleux. Et puis, comme le rappelle Robert Malone, par exemple, au sujet de YouTube, elle est la propriété de Google qui appartient à Alphabet Inc., un conglomérat multinational. Alphabet, la société mère donc de Google et de YouTube, est principalement détenue par des investisseurs institutionnels et des initiés. Investisseurs institutionnels tels que Vanguard, BlackRock, State Street, détiennent collectivement plus de 60% des actions d'Alphabet.
Les fondateurs détiennent encore un pourcentage résiduel mais contrôlent une part importante des actions avec droit de vote. YouTube contrôle actuellement environ 76% des parts de marché des plateformes de partage de vidéos en ligne. Google domine le marché entre 82% des ordinateurs de bureau et 95% des appareils mobiles. Ces entreprises pratiquent la censure, la propagande et les contrôles algorithmiques pour nous contrôler, y compris pour influencer les élections. Et si vous croyez encore que Google est dû au génie de quelques tech freaks dans un garage, que Jeff Bezos a construit son empire tout seul, à ce moment-là, vous êtes complètement leurré. Tout ce qu'on nous présente n'est qu'un décor en carton-pâte. En fait, toutes ces différentes entités sont des émanations de l'état profond. C'est la CIA qui a fourni à Google son moteur de recherche, l'algorithme de son moteur de recherche initial. C'est la CIA qui a fourni à Google les références satellites permettant de mettre en place Google Maps. Donc tout ça est piloté par l'état profond. Et comme cela a déjà été établi par d'autres auteurs plus compétents que moi dans ce domaine, tout cela n'a été que marketing et relations publiques. L'OMS a payé des influenceurs pour présenter la gestion de la pandémie de manière positive. Et Facebook, par exemple, a engagé des fact-checkers qui étaient financés par Pfizer pour veiller à ce que ce qui circule sur son réseau social soit conforme avec une doxa mensongère et criminelle. Alors, quelle conclusion tirer de ce que je viens de vous présenter ? Déjà relever une fois de plus l'effondrement généralisé, Dieu merci, de la confiance de la population dans le travail des médias mainstream. Même France Info a dû reconnaître qu'actuellement près de 2/3 des Français ne font pas confiance aux médias sur les sujets d'actualité. Ça laisse quand même un gros tiers de naïfs. Et puis, on voit que le vent tourne. Par exemple, le propriétaire du Los Angeles Times vient de reconnaître qu'il y a une augmentation inexplicable des cas de cancer en relation avec les campagnes d'injection génique expérimentales. En témoignant pour la première fois de ma carrière, dit-il, j'ai vu des enfants de 8, 9 et 10 ans atteints de cancer du côlon, un enfant de 13 ans mourir d'un cancer du pancréas métastasique. Il y a quelque chose qui se passe et nous devons laisser circuler l'information. Mais ça, évidemment, que c'est ce à quoi s'opposent la caste au pouvoir et les médias qui leur sont inféodés. Je vous recommande la lecture de l'excellent article de Helen Stroll, inspectrice générale des affaires sociales honoraires, Bienvenue dans le monde de la délation, où elle revient dans les colonnes de France Soir sur la dérive actuelle avec une conclusion qui vraiment doit ne pas tomber dans l'oreille de sourds. Voilà ce qu'elle écrit. Le climat d'agressivité et de délation généralisée induit par nos dirigeants peut leur sembler propre à affermir leur pouvoir, diviser pour mieux régner. Mais ces élites devraient craindre pour leur pouvoir et leur vie. Car à force de traiter les petites gens comme des êtres sans intelligence ni charité, à force de les manipuler les uns contre les autres, ils risquent d'être piétinés eux-mêmes par ces meutes qu'ils auront trop excitées. Évidemment que c'est la conclusion également de l'ère des soulèvements de Michel Maffezoli. Mais cela garde une irréfragable valeur pédagogique. Vous voyez, Eudes de la Putassière, avec un langage qui lui est propre, a dit qu'il vient d'acheter une BD responsable après s'être fait injecter un mystérieux vaccin durant une grande pandémie. Thierry, vieux politicien raté, développe le super pouvoir d'emmerder les autres. Il est alors recruté par DSA Corp pour harceler les super vilains qui pensent mal. La vérité, c'est que Thierry Breton, par exemple, c'est un exemple parmi de nombreux autres, est à lui tout seul une masterclass en manipulation perverse. Ses agissements, procédés, menaces et in fine inversions accusatoires sont étudiés soigneusement, ignobles et hideux. Mais cela précisément nous permet de voir en action et donc d'apprendre à repérer ce que sont le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie, le sadisme, que l'on retrouve aujourd'hui de manière plus que répandue, endémique, dans les personnes exerçant des positions de pouvoir dans notre Occident en plein effondrement. Et le mot de la fin, je le laisserai à Paul-Antoine Martin. Nos politiques sont en panique. Ils défilent sur tous les plateaux TV et radio pour essayer de conserver leur système corrompu. Les journalistes sont complices. Nous avons devant nous les meilleures preuves de l'immense corruption de tous les systèmes politiques et journalistiques. Soit la vérité triomphe et ce système s'écroule, soit ils nous imposent un totalitarisme pour conserver leurs privilèges. L'heure est venue. Tirons tous à la même corde, faisons feu de tout bois, mais
Une nouvelle fois, le vent a tourné, les révélations autour de l'affaire Brigitte Macron vont sans doute faire très mal et très vite, donc restons attentifs, concentrés, déterminés et savourons aussi le spectacle de cette caste dégénérée qui ne cesse de montrer la réalité de sa putritude et de sa malhonnêteté. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il vous est possible de soutenir notre effort avec un abonnement à partir d'1 € par mois ou une donation du montant de votre choix. Et je vous donne rendez-vous vendredi pour une émission sur la question de la manipulation, des opérations de manipulation psychologique de l'opinion publique qui ont conduit à la situation que nous connaissons.